Je vous fais part que la session va être enregistrée et déposée sur la chaîne YouTube de l'Institut. Ils vont être disponibles en rediffusion. Si vous avez un inconfort, vous pouvez conserver votre caméra fermée et de ne pas vous nommer verbalement si vous prenez la parole. Vous êtes quand même invité à ouvrir vos caméras durant la session si ça vous intéresse pour qu'on se voit. Donc, les échanges et discussions de la fin sont rendus publics là, pour des fins de partage et de transfert de connaissances. Donc, on vous remercie et on vous remercie surtout de votre présence. Donc, avant de commencer, dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval rend hommage au premier peuple de ces lieux. Étant la croisée du, je vais faire attention, je vais essayer de le dire comme il faut, je suis désolée si je fais des erreurs. Donc, à la croisée du Nion Wensio, du peuple Huron-Wendat, du Nakina, du peuple Wabanaki, du Nitassinan, du peuple Innu, du Nitaskinan, du peuple Atikamekw et du Wallastokuk, du peuple Wallastokay, nous honorons nos relations les uns avec les autres. Donc, merci d'être présent. Je vais partager maintenant le PowerPoint. Non, de la présentation. Voilà. Donc, aujourd'hui, rapidement, une brève description de l'activité si c'est votre première fois que vous participez. On va présenter les personnes, nos experts, expertes. Et ensuite, là, comment ça fonctionne la session, c'est qu'on déroule chaque article, les 3 articles présentés, vulgarisés, puis on a un petit moment de discussion à la fin. Donc, l'objectif des croquettes, en gros, c'est de connaître les grandes lignes de 3 articles récents liés aux soins palliatifs et de fin de vie, donc d'une façon vulgarisée, simplifiée, et de discuter, d'en profiter pour discuter avec les personnes, les experts, expertes qui nous présentent les articles. Donc, comme je viens de vous dire, on voit les articles et puis on a un moment après pour poser des questions. Vous avez aussi un Q&R, questions-réponses, dans le chat à côté que vous pouvez poser vos questions directement dans cette partie-là. Donc, nos experts pour aujourd'hui, on a Mme Diane Tapp, directrice de l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin, Université Laval, et aussi professeure titulaire à la Faculté de sciences infirmières de l'Université Laval. Elle est aussi co-directrice du RQSPAL. On a ensuite Cory Andrew-Labrec, qui est vice-doyen et professeur titulaire à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Et finalement, Dr Virginie Odette Croteau, qui est médecin de famille en soins palliatifs au service de soins palliatifs du CHU de Québec, Université Laval. Donc, voilà. À vous la parole, Madame Tapp. Merci, Caroline. L'article que j'ai sélectionné pour cette croquette, c'était les barrières à l'introduction, même si on dit providing palliative care, c'est surtout l'introduction, l'intégration de l'approche palliative dans les soins en CHSLD et dans les soins à domicile. Je me suis intéressée à cet article-là par intérêt essentiellement personnel parce qu'on s'intéresse au soutien, aux soins palliatifs en soutien à domicile et en CHSLD. Puis je voulais voir, en fait, j'étais curieuse de voir par l'entremise de cet article-là s'il y avait des différences par rapport aux barrières, de par le contexte différent, s'il y avait des différences aussi sur le type de barrière, ce qui était évoqué par les professionnels. Donc, c'est une étude qui a été réalisée aux Pays-Bas où on relaie en fait déjà des différences structurelles ou culturelles par rapport aux soins palliatifs. Donc, 41% en moyenne des décès sont effectués à domicile, 26% en équivalent de CHSLD, en fait, ou de résidence pour personnes âgées, mais je veux surtout utiliser équivalent CHSLD. Les auteurs constatent, comme nous, les besoins de soins palliatifs qui sont très élevés, mais peu répondus. Donc, une intensité de symptômes élevée, parfois sous-évaluée, gérée inadéquatement ou pas traités. Donc, identifie que les symptômes sont mal gérés, notamment la douleur, les manifestations psychosociales et les enjeux de nature spirituelle. À cela s'ajoute le fait que les soins palliatifs sont introduits trop tard, résultant en une faible qualité de fin de vie.
Les auteurs remarquent que c'est ça, cette situation-là est constatée en dépit du fait que les Pays-Bas sont un des pays où les soins palliatifs sont les plus développés. Donc, il y a une politique nationale, une intégration dans les différents cursus de formation de pas mal tous les professionnels avec une offre de services de soins de fin de vie, soins palliatifs et de fin de vie généralistes et spécialisés. Donc, constate un manque de communication entre les différents professionnels. Ça a amené en fait à un framework au-delà de la politique nationale, des lignes directrices ou des guides de pratique mettant en évidence, entre autres, l'amélioration de la communication avec les professionnels, avec la présence de rencontres multi-interdisciplinaires. Mais ce qui se rend compte, en fait, c'est que ces rencontres-là ne sont pas systématiquement effectuées en CHSLD et encore moins effectuées à domicile, en fait, presque inexistantes à domicile, ce qui fait qu'il y a des trous de service et des lacunes dans les communications. Donc, l'étude focusait sur 3 éléments de l'approche de soins palliatifs, donc les éléments de structure, le processus des soins, comme en référence à la démarche de soins, le raisonnement clinique, c'est le terme qui est utilisé par les auteurs, la communication avec les patients et les proches et la collaboration multiprofessionnelle qui, elle aussi, était comme sous-catégorisée. C'est un peu des détails, là, mais elle aussi, 4 éléments qui reprenaient des éléments du raisonnement clinique dans le cursus de la collaboration, comment les éléments de raisonnement clinique étaient intégrés, la reconnaissance des différents rôles de l'équipe multi, le recours aux consultations des différents professionnels et surtout la documentation de ces différents processus-là. Le but de l'étude était d'identifier les barrières à l'intégration de l'approche de soins palliatifs par les professionnels en équivalent de CHSLD et à domicile, par l'entremise d'une étude transversale avec un sondage électronique réalisé en 2019. Avec des professionnels œuvrant dans différentes équipes, avec des personnes qui sont susceptibles ou qui décédaient à l'intérieur d'un an. Donc, c'était auto-déterminer les critères d'inclusion pour les participants. Le sondage, c'était 53 questions qui avaient été pré-testées avec la population type et des experts sur une échelle de Likert avec des données socio-démographiques. Le sondage reprenait les 3 éléments d'intérêt dont je vous ai parlé, là, les domaines, mais aussi rapporté sur 4 dimensions, donc l'évaluation de la personne, la situation, l'identification des problèmes, plan de traitement, intervention, l'évaluation des résultats, modification du plan d'intervention. Donc, ça reprenait les éléments du raisonnement clinique dont je vous ai parlé tantôt. Les analyses, c'était en fait exclusivement des analyses descriptives simples. Donc, sur 306 personnes qui ont ouvert le questionnaire, c'était 249 participants. Donc, 112 personnes œuvrant en soutien à domicile et 137 participants œuvrant en équivalent CHSLD, avec une forte proportion de femmes, donc à 89%, avec un âge moyen de 45 ans, plus ou moins 13 ans. La majorité des participants étaient des infirmières et pour 66%, et les autres professionnels, c'était des médecins. Il y avait aussi des intervenants en soins spirituels, ou en tout cas un équivalent. Là, je ramène dans notre langage à nous, mais c'était pas exactement le nom qui était donné à ces intervenants-là, mais on peut le rapporter comme ça, des physiothérapeutes. Ce qui est intéressant dans les informations, c'est qu'ils ont demandé aux professionnels quelle formation il y avait eu. Donc, 21-29% des participants avaient reçu une formation de base en soins palliatifs. 13% d'entre eux avaient aussi suivi des formations subséquentes, mais élément intéressant à constater, c'est 0% des personnes œuvrant en CHSLD avaient suivi des formations continues en soins palliatifs. Les résultats, l'étude mettait en évidence plusieurs barrières. J'en résume. L'identification du pronostic à 29%, 31% la consultation d'un expert en soins palliatifs, 43% pour l'utilisation d'outils cliniques, 37% le dédoublement du travail entre les différentes équipes, les différentes personnes, corps professionnels, 21% des responsabilités professionnelles floues.
Ils ont fait des sous-analyses en lien avec les différents établissements. Ce qui est là que je trouve le plus intéressant, c'est l'évaluation de l'efficacité des interventions à domicile pour diminuer la sévérité des symptômes était pas fait, en fait, peu fait. Il constatait en fait à 22%. L'évaluation du fonctionnement du patient aussi et de son bien-être était peu effectuée. Les réunions multi étaient effectuées dans seulement 20% des situations et quand elles avaient lieu, elles n'étaient pas planifiées à 62%. Donc, c'était de dire oui, c'est fait, mais un peu à la va-vite dans des circonstances de crise. La documentation, les discussions par les médecins n'étaient pas accessibles ou communiquées aux autres professionnels et un tiers des infirmières qui ont participé à l'étude ne se sentaient pas impliquées dans le processus. En revanche, en CHSLD, c'est les médecins qui ne participaient pas aux rencontres multi et il n'y avait pas d'adaptation du plan de soins aux souhaits et valeurs du patient. Les physiothérapeutes, les intervenants en soins spirituels, c'était eux qui voyaient le plus de barrières parce qu'ils se sentaient impliqués dans aucune décision, ni les interventions en lien avec l'approche palliative. La démarche de gestion de symptômes n'était pas beaucoup appliquée par les infirmières des équipes en CHSLD selon leurs propos. Les médecins n'utilisaient aucun outil de suivi standardisé ou des formulaires. Ce qui fait en sorte que l'identification des soins palliatifs était, des besoins de soins palliatifs étaient peu effectués. Élément intéressant puis qui pourra peut-être susciter des discussions, c'est que les médecins rapportaient ne pas percevoir de barrière dans la communication, alors qu'elle était identifiée comme une barrière par tous les autres professionnels. En termes de discussion, l'étude met en évidence des pratiques différentes, la présence des professionnels différents implique aussi des enjeux différents. De nombreux problèmes de communication ont été constatés, plus grands à domicile qu'en CHSLD, où là, les enjeux davantage d'approche clinique, de gestion de symptômes, de raisonnement clinique étaient davantage problématiques. Ce que les auteurs identifient comme piste, c'est la télésanté, l'utilisation de la télésanté pour avoir davantage accès à des spécialistes ou des experts pour du coaching, de la téléconsultation, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des communications téléphoniques entre les différents professionnels et avec une approche de gestion de symptômes un peu plus systématique avec du monitoring qui pourrait être effectué à distance. Bien entendu, les limites sont, à mon avis, selon les auteurs aussi, mais nombreuses et il faut vraiment les souligner. L'utilisation exclusive des statistiques descriptives simples, le faible échantillon, puis aussi le fait qu'on n'avait pas du tout accès aux questions a pu certainement orienter ou influencer la nature des réponses obtenues et des conclusions. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Diane. Donc, gardez vos questions précieusement jusqu'à la fin. Vous pouvez aussi les écrire dans le QR ou dans le chat. Maintenant, Cory, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Merci, Diane. Donc, comme professeur de bioéthique et religion et théologie, sans surprise, j'ai été attiré par un article sur la fin de vie et les soins spirituels. Et il y a un lien certainement avec l'article de Diane aussi. Je vous en présente donc un résumé assez succinct, accompagné de quelques commentaires. Donc, le titre de l'article sur lequel je me concentre est Impact of Spiritual End of Life Support on the Quality of Life for Leukemia Patients. Et donc, l'objectif était, il va sans dire, d'étudier l'impact du soutien spirituel sur la qualité de vie des patients atteints de leucémie en fin de vie, lesquels souffrent de symptômes psychologiques, spirituels et sociaux assez importants. Donc, au niveau de méthode, les chercheurs expliquent clairement que les patients ayant reçu un diagnostic de cancer, comme la leucémie, qui n'était pas au centre de l'article, juste en passant, mais je laisse ça ici, éprouvent souvent de la peur, de l'inquiétude, du stress, de l'anxiété, une perte d'espoir,
une perte de sens et que beaucoup éprouvent une série d'émotions négatives comme la colère, la culpabilité, l'agression même. Tout cela ayant, il faut s'en dire aussi, un impact sur la qualité de la vie. Donc, on parle ici d'un échantillon de 60 patients atteints de leucémie qui sont divisés au hasard entre deux groupes. Donc, les patients du groupe expérimental reçoivent une intervention de soutien spirituel pendant 8 séances de 60 minutes et les patients du groupe témoin ne reçoivent aucune intervention. Donc, les patients complètent le formulaire sur la qualité de vie de l'Organisation mondiale de la santé à 3 reprises, donc à titre de pré-test avant toute intervention spirituelle, à titre de post-test à la suite de l'intervention et lors de l'évaluation du suivi effectué 2 mois après le post-test. Donc, je m'arrêterai ici un instant pour quelques commentaires. J'ai été assez, comment dirais-je, triste, découragé. C'est comme de voir que le groupe témoin, les personnes quand même vulnérables et en fin de vie, ne recevaient aucune intervention de soins spirituels au nom de la science. Je mets ça entre guillemets. Je comprends bien, évidemment, la nécessité d'avoir des groupes témoins de contrôle, bien sûr, mais dans les cas où il est déjà assez clair que l'intervention spirituelle a souvent des effets positifs, j'ai trouvé cette approche problématique d'un point de vue éthique. Les auteurs eux-mêmes mentionnent des études indiquant qu'il est impossible d'atteindre un niveau de vie supérieur sans bien-être spirituel. Et le choix de ne pas offrir de soins spirituels à un groupe de personnes en fin de vie pour faire valoir un point ou bien une question de recherche déjà bien explorée, à mon avis, me laisse un peu perplexe. Quand même, je me tiens à part. Peut-être un point de discussion après. Il est intéressant de lire ici la conception que les chercheurs ont de la spiritualité. C'est toujours une grande discussion dans le contexte théologique. Hein, c'est quoi exactement la définition ou bien la description de la spiritualité selon les experts, selon les praticiens? La recherche a été menée en Iran, donc une population majoritairement musulmane, dans laquelle la religion joue un rôle majeur dans la vie quotidienne et dans la construction de l'identité. Donc, en effet, leur vision de la spiritualité est largement théocentrique, autrement dit, qui est liée à la croyance en Dieu et à l'expérience de sentir la présence ou bien la proximité de Dieu, notamment dans les moments de souffrance. Je laisse ça ici pour l'instant aussi, juste comme quelque chose à souligner. Je pense qu'il y a une importance ici. Pour aborder le sujet du soutien spirituel et de la qualité de vie, les chercheurs ont utilisé ce qu'on appelle la stratégie spirituelle pour le conseil et la psychothérapie développée par Richard et Bergin. Et les 8 rencontres avec les patients concernés, menées par un intervenant en soins spirituels, ont abordé les concepts et thèmes suivants. Donc, ce que l'on attend par le concept de soins spirituels, ça c'était bien expliqué aux patients, la conscience de soi, la compréhension des émotions et la connexion avec soi-même, l'histoire spirituelle du patient et la discussion sur l'attitude du patient face à la maladie, soulevant la grande question existentielle ou bien de justice, du pourquoi moi, des discussions sur la confiance, même des discussions sur la prière. Il y avait aussi des techniques de soins spirituels pour explorer des concepts tels que la patience face à la maladie, la souffrance, le pardon de soi et des autres, la paix, la gratitude et à la fin, c'était sur l'action de grâce. Donc, l'approche visait à aider le patient à apprendre à reconsidérer la maladie ou de repenser la maladie, c'est difficile à dire, la maladie et la fin de vie dans le contexte de la spiritualité musulmane. L'approche adoptée par les chercheurs ici m'a rappelé d'une pratique assez ancienne que j'étudie dans la tradition chrétienne. Donc, permettez-moi de vous donner rapidement quelques informations à ce sujet qui ne figure pas dans l'article, mais je vais mettre en parenthèse, qui est toujours peut-être mon style, qui est aussi peut-être problématique. En tant que bioéthicien théologique, je me tourne souvent vers le passé pour regarder vers l'avenir, vers les pratiques et des idées qui pourraient bien avoir donné naissance aux pratiques et aux idées que nous connaissons aujourd'hui. Donc, à titre d'exemple, l'ars moriendi, c'est une expression en latin, autrement dit l'art de mourir,
Peut-être certains d'entre vous le connaissent-ils, je ne sais pas, mais vous avez certainement entendu parler de la peste noire, la grande peste bubonique qui a atteint son apogée vers 1350 de notre ère, qui a décimé l'Europe, hein. Certaines parties de l'Afrique du Nord et de l'Asie, certains ont estimé que 30 à 60 de la population a été anéantie. Donc, se déplacer dans des villes infectées avec des piles de cadavres à gauche, à droite et au centre n'est pas une exagération de l'époque. La peur n'était pas de mourir en tant que telle. La mort était la grande égalisatrice, si je peux dire. Tout le monde savait qu'elle viendra un jour ou l'autre. Mais la peur était de mourir seul, sans être accompagné, sans préparation, non seulement en termes d'affaires mondaines, mais peut-être plus important encore pour ceux qui se trouvent entre le voile de ce monde et celui de l'autre. Donc, la peur, c'était de mourir sans la présence de quelqu'un au chevet du malade ou du mourant. La peste frappait tout le monde, les pauvres comme les riches, mais aussi les religieux, les religieuses, donc les sœurs, les prêtres, les diacres, les évêques, ceux et celles qui normalement s'occupaient des mourants, mouraient eux-mêmes, souvent parce qu'ils avaient choisi de rester, d'accompagner ceux et celles qui étaient infectés, sachant qu'ils couraient à la mort. Peu de temps après la peste, l'Église a publié 2 textes, un long texte écrit et un plus court avec des images, comment est-ce que je peux dire, un manuel d'instruction, c'est comme en quelque sorte, pour aider les gens à bien mourir, je mets ça entre guillemets, et pour aider les laïcs à s'accompagner les uns et les autres dans leur souffrance et leur mort. Donc, l'un des chapitres est spécifiquement sur la manière dont les proches doivent se tenir au chevet de la personne mourante. Donc, c'est des textes anciens, là. Et ils sont connus sous le nom collectivement d'Ars Moriendi, ou bien de l'art de mourir, et seront traduits en plusieurs langues et largement diffusés à l'époque. Donc, l'esprit qui sous-tend ces textes, comment est-ce que je peux dire, nous sommes blessés et blessables, juste à côté, le mot vulnérable en latin, je sais que c'est peut-être trop de latin aujourd'hui, là, mais le mot vulnérable vient du mot en latin vulnerare, ça veut dire de blesser. Et blessable, ce n'est pas faiblesse, c'est blessé. Et donc, le message, c'est vraiment nous sommes blessés et blessables. Nous vivons aux côtés des blessés et des blessables. Et nous sommes appelés à être présents les uns aux autres, car c'est ça qui signifie faire partie de la famille humaine. Point. J'attire notre attention sur tout cela pour souligner ici que l'accompagnement des personnes souffrantes qui nous tombent parfois dessus sans choix, sans ressources, sans reconnaissance et certains sans aide, sans soulagement, mais avec inconfort et même risque, est considéré par un nombre de traditions religieuses comme un ministère sacré, hein, d'écoute, de consolation, de présence qui sert avant tout à affirmer la dignité de ceux et celles qui souffrent et nous incluant à leur côté quand tout semble perdu. Ces communautés de foi, incluant la tradition musulmane qui est au centre de l'article en question, sont les championnes, hein, des soins palliatifs, sont des partenaires depuis des siècles même. Donc, pour couronner le tout, comme résultat, il n'a pas été surprenant d'apprendre que le soutien spirituel a considérablement augmenté la qualité de vie des patients du groupe expérimental par rapport au groupe témoin, et cela d'une manière assez soutenue. En conclusion, on voit qu'une offre de soutien spirituel a le potentiel d'améliorer le bien-être général des personnes qui approchent de la fin de vie, la fin de leur vie, en leur offrant du réconfort et peut-être une vision même, et en les aidant à comprendre l'essence et le but de leur existence. J'arrête ici. Merci. Merci, Cory. Donc, encore une fois, retenez vos questions pour la fin. Donc, la parole est à toi, Virginie. Donc, moi, je vais vous parler d'un article qui s'appelle Impact of Short Course Palliative Radiation Therapy on Pancreatic Cancer-Related Pain. Donc, c'est une étude là, prospective de phase 2, non randomisée. Pourquoi j'ai choisi cette étude-là? En fait, ben, c'est sûr, là, mon travail, c'est de soulager la douleur des patients qui ont un cancer.
Je vous dirais que le cancer du pancréas, ça fait toujours partie un peu des défis au niveau de la gestion de la douleur. C'est des patients qui peuvent être très, très souffrants. Et on a différentes options pour les aider, que ce soit médicamenteux, parfois certaines techniques là, qu'on appelle neurolyse, où est-ce qu'on va venir finalement brûler là, le réseau nerveux là, qui envoie là, les influx douloureux au cerveau de cette région-là, mais qui a quand même une efficacité qui reste limitée. Souvent, c'est des patients aussi là, qui vont avoir une tolérance à la médication qui n'est pas nécessairement facile de par leur grande faiblesse. Donc, on est toujours intéressé de voir là, les options non médicamenteuses de traitement de la douleur. Et de la radiothérapie pour le cancer du pancréas, j'en ai pas vu ici là, au Centre intégré de cancérologie. Donc, j'étais bien curieuse. En fait, l'étude avait un peu deux objectifs principaux. C'était d'étudier la réponse à la radiothérapie palliative au niveau de la gestion de douleur, mais aussi au niveau de la qualité de vie. Suite à un traitement, eux, de radiothérapie, finalement, de courte durée, là, on parlait d'un traitement par semaine pendant 3 semaines. Puis pour ça, on a sélectionné des patients avec un cancer du pancréas qui avaient une douleur modérée à sévère, donc des douleurs là, qui sont rapportées là, de 5 sur 10 et plus, mais qui présentaient aussi un échec à la médication usuelle. Donc, on parle là, d'opioïdes, d'anti-inflammatoires, acétaminophène, ou même un échec à la neurolyse, là, la technique dont je vous parlais tout à l'heure. Il fallait aussi que les patients n'aient pas eu de radiothérapie au niveau de l'abdomen là, par le passé. Donc, ils ont été chercher 30 patients avec ces critères de sélection-là. Et il visait, là, en fait, là, pour l'amélioration de la douleur, de diminuer de 2 points, une diminution de 2 points sur l'échelle, la Brief Pain Inventory, pour juger que la diminution de la douleur était cliniquement significative dans les 7 semaines qui suivaient le traitement, mais ils ont fait vraiment une évaluation, eux, sur plusieurs semaines. Là, ça va jusqu'à 19 semaines là, qui ont fait leur suivi là, de douleur. Pour la qualité de vie, ils ont utilisé là, le formulaire. Je cherche c'est ça, c'est le ORTC, là, qualité de vie qu'ils ont utilisé. Puis, ils ont jugé une augmentation cliniquement significative de 5 points là, sur l'échelle. Donc, c'est un peu là, ça qu'ils ont fait. Ils ont rencontré les patients là, à chaque semaine durant les 3 premières semaines de traitement. Après ça, ils ont, en fait, à chaque semaine pendant 5 semaines, puis après ça, à 7 semaines, 11 semaines, 19 semaines pour les questionnaires. Il faut savoir aussi au niveau là, des résultats que dans l'échantillon qu'ils ont eu, on avait quand même là, un petit peu plus de la moitié des patients. Là, on avait 53 des patients qui avaient reçu de la chimiothérapie aussi il y a plus de 14 jours avant le premier traitement de radiothérapie. Donc, c'est quand même un élément, je trouve, confondant là, dans l'étude parce que, bon, finalement, il y a l'effet de la chimiothérapie qui peut être possible aussi. Puis sinon, là, c'est des patients qui avaient quand même une échelle de performance 1 à 2, c'est-à-dire que leur autonomie puis leur qualité de vie était quand même là, légèrement, modérément atteinte là, par la maladie. Donc, en fait, là, ils ont trouvé quand même des résultats intéressants. On a trouvé une diminution de la douleur là, quand même d'un petit peu plus de 3 points sur l'échelle utilisée entre le moment du traitement puis la 7e semaine, mais surtout plus marqué au niveau des 3 premières semaines. Donc, fait que ça reste des points là, sur une échelle de douleur. Ce qui est aussi rapporté, je vous dirais, c'est qu'ils ont comparé
la dose de morphine ou d'équivalent en morphine. Donc, ceux qui ne prenaient pas de la morphine, mais qui prenaient un opioïde différent de la morphine, ils ont calculé la dose équivalente de morphine pour que tout le monde puisse être comparé là, avec le même type de médication. Puis ce qu'ils ont vu, c'est qu'en moyenne, les patients avaient une dose équivalente de morphine qui était prise par jour à 129 mg de morphine prise par jour, qui a diminué après la radiothérapie à 75 mg d'équivalent de morphine prise par jour. Donc, je vous dirais, là, d'un point de vue médical, là, c'est une réduction qui est vraiment très intéressante. Comme je vous disais, la plupart des patients vont avoir quand même de la difficulté à tolérer la médication. On parle beaucoup d'effets secondaires, de somnolence, par exemple, de troubles de concentration, parfois de nausées. Donc, c'est vraiment toujours gagnant quand on est capable de diminuer ces médicaments-là pour cette population-là. Donc, un effet aussi très intéressant. Ce qu'on voit aussi, c'est que la qualité de vie s'est tout de même améliorée là, pendant toute la durée du suivi. On voit qu'au début, là, l'amélioration de la qualité de vie est vraiment plus notable. Là. Vous voyez on a augmenté à peu près de 10 points là, sur l'échelle. Par la suite, là, on voit un peu un effet plafond, là, c'est-à-dire que la qualité de vie là, à 19, entre la 11e semaine et la 19e semaine est quand même assez similaire là, par la suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau des effets secondaires de la radiothérapie. On vient vraiment envoyer de la radiation au niveau du système digestif. Donc, on peut avoir des effets secondaires d'ordre digestif à ce moment-là. Il y a de la nausée qui a été rapportée. Mais pour la grande majorité des patients, c'était d'intensité là, plutôt faible à modérée. Puis ils ont été capables quand même de soulager les symptômes avec de la médication. Il y a aussi de la fatigue qui a été rapportée. Donc, sur tout l'échantillon, sur 29 patients en fait qui ont eu accès au traitement, il y a eu 3 patients qui ont eu besoin d'hospitalisation pour dire que la toxicité, là, les effets secondaires de la radiothérapie a été très importante. Le reste des patients ont eu des effets secondaires, je dirais, attendus, qui n'ont pas nécessité là, de soins aigus. On va pouvoir passer à la prochaine diapo. Donc, en conclusion, j'ai trouvé que c'est une étude qui était intéressante. On parle quand même de 3 traitements de radiothérapie. Donc, le patient a quand même simplement à se déplacer à 3 reprises. Là. Des fois, il y a des traitements de radiothérapie qui sont beaucoup plus longs que ça. Un profil d'effet secondaire qui est intéressant, puis un impact intéressant au niveau de l'amélioration de la douleur, la diminution de la médication qui est analgésique, mais aussi d'amélioration de la qualité de vie. Donc, vraiment, là, je suis curieuse de voir, en fait, après cette étude-là, je me disais que j'allais probablement aller essayer de discuter avec l'équipe de radio-oncologues là, qui travaille avec nous pour voir là, si c'est quelque chose qu'ils pensent de plus en plus faire là, en pratique. Reste que les études en lien avec ça sont quand même pas en grand nombre. Il y a certaines limitations. Comme je vous disais, chez 53 des patients, il y avait eu un traitement de chimiothérapie auparavant. Donc, ça devient difficile de départager. Il n'y a pas des données qui nous montrent si le patient répondait à son traitement de radiothérapie et qu'en fait, c'est ça qui peut expliquer l'amélioration de la douleur versus juste le traitement de radiothérapie. On reste quand même aussi là, avec un échantillon qui est plutôt petit. Là. On parle de 29 patients là, qui ont eu accès à ce traitement-là. Et bien sûr, l'absence de groupe contrôle qui nous limite quand même là, dans nos conclusions, mais tout de même une piste intéressante là, de solution pour le traitement de l'analgésie dans les cancers du pancréas. Voilà. Merci Virginie. Donc, on serait maintenant rendu à la période de discussion avec toutes vos questions. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir là, les articles PDF qui ont été présentés, là, vous pourrez m'écrire à l'adresse de l'Institut que je vais vous copier dans le chat et je vais également vous envoyer un formulaire d'évaluation de la session. Je vais arrêter le partage d'écran là, pour se permettre qu'on puisse se voir.
Donc, vous pouvez écrire vos questions dans le chat, bien sûr, sinon prendre la parole librement, ouvrez vos micros. Allez-y. Moi, j'avais une question là, pour Corey. Est-ce que c'était clair dans l'article que les soins standards, normalement, auraient proposé certaines interventions spirituelles là, où les soins standards étaient l'absence de soins spirituels? Ils ont-tu vraiment enlevé des soins qui étaient là de base pour leur étude? Oui, bonne question, Ariane, parce que c'était marqué à maintes reprises dans l'article qu'il n'y avait aucun soin en soins spirituels donné aux patients. Donc, ça, c'était difficile pour moi aussi. C'est quelque chose que j'avais souligné parce que je n'étais pas certain s'il y avait quelque chose, comme tu viens de mentionner, est-ce qu'il y avait quelque chose de base? Parce que je trouve ça un peu étrange, surtout dans le contexte musulman, par exemple, où ça fait partie de qui on est, là. Donc, de ne pas donner ces types de soins aux patients, je trouve ça un peu étrange. Mais en même temps, ça, c'était souligné au moins 3 ou 4 fois dans l'article qu'il n'y avait aucune intervention en soins spirituels. Donc, c'est difficile à dire exactement ça veut dire quoi, là, mais ça a l'air qu'ils ont essayé de former un vrai groupe de contrôle d'une manière ou autre. Yeah, tout à fait. D'accord, merci. Merci, Ariane. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Moi, j'en ai un pour Virginie. Je trouve ça, en fait, c'est pas tant une question spécifique. Moi, je suis pas familière beaucoup avec la radiothérapie puis comment c'est utilisé actuellement dans les milieux. De ma compréhension, c'est beaucoup des cancers ORL qu'on va utiliser la radiothérapie palliative utérus, ovaire, en tout cas des cancers gynéco. Mais est-ce que c'est tu as dit que tu allais explorer du côté de la radio-oncologie, mais les cancers digestifs, est-ce que c'est bien. Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que c'est quelque chose qui est émergent? Comment ça se positionne? Je connais rien, ça m'intéresse. En fait, effectivement, là, c'est sûr que, tu sais, il y a comme il y a deux formes, je dirais, de radiothérapie. Il y a la radiothérapie vraiment curative, là, donc on va offrir vraiment dans un contexte de traitement. Par exemple, en cancer du sein, souvent, ça va être on Ouais. va avoir une chirurgie, une radiothérapie, puis parfois une chimiothérapie. ORL, comme tu disais, gynéco aussi. Poumon, on peut offrir des radiothérapies à visée curative. Là, c'est sûr que je ne suis pas radio-oncologue, là, mais effectivement, en termes de digestif, c'est beaucoup moins fréquent. J'en ai pas vu beaucoup. On en voit quand même beaucoup au niveau des cancers, je dirais, de l'anus, là. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir des radiothérapies à visée curative. Après ça, pour ce qui est des visées curatives en digestif, j'en ai pas vu beaucoup, moi non plus. Par contre, en palliatif, donc la radiothérapie qui est vraiment une visée de gestion de douleur ou hémostatique, donc pour arrêter des saignements, bien ça, on peut en avoir quand même un petit peu plus. Donc, mais il faut vraiment identifier une masse qui cause un problème. Donc, tu sais, on ne peut pas comme irradier tout un ventre, par exemple, quand il y a plusieurs atteintes au niveau du ventre. Donc, si, par exemple, au niveau de l'utérus, il y a un cancer qui saigne, on peut envoyer de la radiothérapie vraiment à cet endroit-là pour arrêter les saignements. J'ai déjà fait irradier une masse au niveau d'un muscle dans le ventre là, qui s'appelle le psoas, qui causait beaucoup de douleur. Donc, vraiment, au niveau, quand on a une lésion qui cause une douleur, qu'on est capable d'identifier comme causant un problème, une douleur, on est capable d'aller l'irradier. Mais au niveau du pancréas, là, j'en ai jamais vu à date de ça. Puis, tu sais, j'en ai pas vu non plus au niveau du foie, là. Généralement, c'est plus des interventions chirurgicales, mettre des drains ou aller vraiment enlever là, certaines parties là, via chirurgie. Donc, effectivement, là, je trouve ça vraiment nouveau. C'est pour ça que je trouvais ça super intéressant. Fait que j'ai bien hâte d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est avec mon équipe. Éventuellement, intestin aussi, on pourrait penser. Effectivement. Intéressant. Intéressant.
Merci Diane pour ta question. Merci Virginie pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions en lien avec les articles présentés ou en lien avec les questions soulevées aussi durant la présentation des articles? Ben, moi, j'ai quand même une question pour Diane. En fait, là, dans l'article, tu mentionnais que, si je me souviens bien, il y avait comme un écart de vision entre le personnel, les professionnels de la santé qui ne sont pas médecins, qui semblaient rapporter un manque au niveau de la communication, mais qui n'était pas rapporté par le médecin. C'est bien ça? Effectivement, parce que à la fois à domicile, ce que je comprenais, c'est que à domicile, les médecins étaient beaucoup en charge de la démarche puis du suivi du patient, ce qui faisait en sorte que les autres professionnels n'avaient pas toutes les infos, c'était pas tout documenté, le raisonnement ou les discussions qu'il y avait eu avec la personne et ses proches n'étaient pas présentes dans les dossiers. Donc, il y avait un sentiment de manque de communication à cet égard-là. Puis en CHSLD, parce que le médecin ne participait pas aux rencontres d'équipe, bien là, eux avaient l'impression que les décisions médicales ne reflétaient pas ce qui devait avoir été discuté ou ce qui avait été. Fait que c'était, en fait, pour des raisons un peu différentes. Le leadership clinique était plus en CHSLD, assumé par les infirmières, tout ça, dans le sens de les médecins moins présents dans l'équipe, faisant en sorte qu'il y avait ces perceptions-là de lacune, mais que le médecin n'avait pas forcément, lui, l'impression qu'il y avait des problèmes de communication. C'était pas à ce niveau-là, principalement, les enjeux. C'était en lien avec le pronostic, etc. Là. Mais la vision médicale par professionnel n'était pas si décortiquée. Plus c'était des constats par milieu. Puis est-ce qu'il y Fait que avait, eux c'était- autres, un dossier partagé? Est-ce qu'il y avait, est-ce que ça le dit dans l'article? Il n'y avait pas de détails sur comment les outils, bien qu'ils mettent en évidence là, cette prise en charge-là, etc., la participation aux rencontres, mais il y avait une section en lien avec la documentation. Là, il faudrait que je retrouve pour, en fait, de voir exactement à quel niveau là, qui étaient les lacunes les plus constatées dans les outils de documentation. Le fait qu'il n'y avait pas d'outils, par exemple, ça, c'était vraiment relevé. Mais dans les notes ou dans le dossier médical, il faudrait que je retourne voir. Mm. Je trouvais que c'était dommage parce que c'est quand même super important là, en soins palliatifs, là, la base, c'est le travail interdisciplinaire. Là, mais tu sais, pour avoir déjà travaillé en CHSLD, c'est sûr que souvent la tâche, on vient faire notre visite, puis ça va vite, puis après ça, on retourne faire d'autres choses. Puis c'est un peu comme ça, en tout cas Exact. pour les autres professionnels, souvent. Là, tu sais, c'est la physio de l'hôpital, c'est l'ergo de l'hôpital qui vient. Fait que j'imagine que non, Il y a des ça. journées, là, tu sais, non, c'est ça, puis tu sais, t'as toutes les patients à voir. Non, c'est ça, c'était pas, puis c'est pour ça que c'était pas comme divisé comme en professionnel, mais plus comme en dynamique, tu sais, en barrière propre à ce milieu-là, puis un peu de dire les dynamiques, mais puis de relever qui percevait des barrières plus que d'autres. Comme là, le texte met en évidence aussi que les physiothérapeutes et les intervenants en soins spirituels ne se sentaient pas du tout impliqués, alors que c'était moins présent chez les infirmières qui, elles, se sentaient plus impliquées, mais moins à domicile. Fait que mettait plus en évidence des tendances, mais ouais, absolument. De là, l'idée, tu sais, je pense que ça met, ça met le lien avec les conclusions de dire, ben, s'il pouvait y avoir plus d'appels téléphoniques, plus de consultations à distance, mais ce serait peut-être pour contrer l'effet que c'est one shot, je vois une journée, puis après ça, je ne reviens pas, pour qu'il y ait plus comme ces va-et-vient, puis cette implication-là de médecins en CHSLD, notamment, tu sais, à même les discussions puis les décisions cliniques. Là. Ça fait beaucoup de sens. Je te Mm. remercie. On a toujours le temps pour d'autres interventions.
moi, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve ça le fun. C'est dans le sens que je sais pas vous, là. On pourrait peut-être en discuter après, mais j'aime beaucoup vous entendre. C'est du bonbon de m'asseoir puis d'écouter Corey puis Virginie parler d'articles que j'ai pas lus. On n'est pas obligé de lire l'article comme on dépend sur votre sagesse pour nous expliquer ce que vous trouvez là-dedans. Donc, c'est une richesse. Exact, exact. Puis on dépend de votre sagesse pour nous mettre en contexte certaines choses qu'on n'aurait pas compris, tu sais, ce que tu as expliqué, ta connaissance de la religion musulmane, des pratiques, des coutumes, l'ars moriendi, certains, c'est toute une contextualisation qu'on aurait zéro compris si tu n'avais pas été là. Puis Virginie, la même chose, la contextualisation que tu as fait de la radiothérapie palliative. Fait que merci d'être là. Puis on va travailler pour qu'il y ait plus de gens qui soient là la prochaine fois. Donc, Caro, je te laisse terminer la séance. Ben, merci beaucoup tout le monde pour votre participation. Merci à nos experts expertes d'avoir effectivement très bien vulgarisé, très bien expliqué des articles qu'on n'a pas lus, donc, mais maintenant on a l'impression qu'on aurait pu avoir lu. Donc, je vous ai envoyé dans le chat les prochaines activités et aussi la conférence du 20 février sur les services de répit de la Maison Michel Sarrazin, puis les prochaines croquettes qui vont avoir lieu le 3 avril. Donc, merci beaucoup. Merci. Et là, ça va être un autre expert, n'est-ce pas? Ça va être d'autres experts, expertes lors du 3 avril. Donc, allez vous inscrire. Merci beaucoup, tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Bye. Merci.